qui vous est proposé à l'occasion des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. Nous sommes une république, nous vivons dans une république et nous savons tous que la république se fonde sur le respect de certaines valeurs et principes, parmi lesquels il y a le fait que ceux qui sont élevés en honneur et en dignité, ceux qui agissent au nom du peuple, ceux qui agissent au nom de la population, reviennent régulièrement vers celle-ci pour rendre compte de l'action qui a été menée. Nous sommes donc dans ce que l'on appelle devoir de redevabilité. Et j'ai l'immense honneur de co-animer cette séquence et je voudrais ici appeler Sandra Nyangi qui va m'accompagner pendant ce moment où nous allons vivre la redevabilité. Bonjour Sandra. Bonjour Willy. Je vous en prie. Bonjour chers membres du gouvernement. Merci. Alors nous sommes donc ici avec le premier des Warriors. C'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est le chef d'État lui-même qui appelle son gouvernement le gouvernement de guerriers. Et à son investiture il y a 100 jours, le gouvernement s'était engagé à développer 3 grands piliers, notamment l'émergence d'un État prospère, d'un État fort et d'un État solidaire. C'est ça même le fil conducteur de ces moments que nous allons passer ensemble parce que nous voulons savoir qu'est-ce qui a été fait en 100 jours. Alors, les plus respectueusement possible, je voudrais demander à toute l'assistance de se lever pour accueillir le Premier ministre Sama Lukonde. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre, je vous en prie. Je vous en prie. Merci d'être là. Surtout d'avoir accepté cet échange. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, nous sommes donc ici pour accomplir un devoir civique, celui de demander en votre nom à tous, à l'opinion publique, ce que le gouvernement a fait de nos rêves, de nos attentes, de nos problèmes, mais surtout dans quelle direction le gouvernement mène le pays. Nous espérons passer un moment agréable, un moment sérieux, responsable, mais quand même agréable. Monsieur le Premier ministre, merci d'être là et nous allons directement aller dans le fond du sujet. Vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez du temps pour travailler. Et nous voulons vous prendre quelques minutes, peut-être pour nous rendre compte. Alors, 100 jours après votre investiture, 100 jours de travail, quel est votre ressenti général? Comment vous sentez-vous? Ressenti général dans le travail que vous faites? Oui, d'abord, merci Willy et merci Sandra de me donner cette opportunité de m'exprimer à la représentation nationale ici. Et d'entrée de jeu, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit historique. Parce qu'effectivement, le 15 février, il a plu à son excellence Félix Antoine Tshisekedi de nous porter à la place de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et nous venons à ce moment-là dans un contexte où nous avons une redéfinition de notre espace politique, notamment à l'Assemblée nationale. Et donc un élan de l'union sacrée de la nation où toute la population veut voir finalement le pays s'engager vers un véritable cap de changement. Et ce que ça demande à ce moment-là, c'est de garder tous les acteurs politiques qui acceptent de mettre un peu leur ego au bénéfice de l'attente et de la demande populaire après qu'elle ait été consultée par le président de la République. Et là, je crois que je devrais remercier tous ces acteurs qui avaient pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État dans cet engagement de répondre à l'attente de la population. Et nous avons donc pu avoir la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, dit des guerriers, des warriors, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et à la suite de ça, nous avons été au Parlement pour faire passer un programme avec 15 piliers, 340 actions, et finalement autour d'une idée d'un État fort, prospère et solidaire. Et à la suite de cela, nous nous sommes mis au travail en tant que gouvernement de tous les Congolais, de tous bords qu'ils soient, et véritablement nous mettre au service de la nation. Le ressenti aujourd'hui,
c'est d'abord les engagements que nous avons pris. Quels étaient ces engagements? Je l'avais dit au sortir, selon les recommandations qui nous avaient été données par le chef de l'État, c'était le 15 février, la demande était d'aller dans les secteurs sur lesquels nous étions dans les plus grandes obligations, notamment la paix et la sécurité, la santé, l'éducation, mais à côté de ça, des réformes pour finalement avoir les moyens de notre politique. Et donc, nous nous sommes mis à la tâche par rapport à ces engagements principaux que nous avons pris. En tenant compte aussi, bien sûr, des autres attentes de la population. Ça veut dire que nous avons une question comme des élections en 2023, sur lesquelles nous sommes attendus, et sur lesquelles nous avons pris l'engagement aussi de respecter les délais constitutionnels. Et donc, véritablement, aujourd'hui, on revient encore avec un sentiment de responsabilité par rapport à un engagement qui a été pris par le gouvernement devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale, qui nous a validés, et vraiment déterminé à atteindre ces objectifs. Des bases ont été posées, des esquisses, nous sommes à l'heure, peut-être que c'est de ça qu'on va échanger tout à l'heure, mais au moins le cap est lancé, et voilà. Vous avez parlé de la base et des fondamentaux, que vous vouliez en fait rentrer vers les fondamentaux pour pouvoir travailler. Quels sont ces fondamentaux? Qu'est-ce qui a été fait concrètement par rapport à ces fondamentaux? Bon, moi, je vais revenir peut-être sur deux choses. Premièrement, c'est l'autorité de l'État. Parce qu'un État n'est véritablement fort que lorsqu'il il a la maîtrise, en fait, de toute la situation du pays. Et donc, la première des choses, c'était, et d'ailleurs, action 1 dans notre programme du gouvernement, avoir cet état de siège tel qu'il avait été demandé dans certaines provinces du pays, notamment dans le nord Kivu, Ituri, et le sud Kivu. Mais à côté de ça, bien sûr, et je l'ai dit, c'est d'abord les moyens. Et donc pour avoir ces moyens, il fallait absolument stabiliser notre cadre macroéconomique. Et je pense que depuis le temps que nous sommes installés en tant que gouvernement, et ici c'est tous les acteurs du gouvernement qui sont interpellés, bien qu'il y a des ministères sectoriels qui eux font le suivi au quotidien, mais nous avons pris l'engagement de travailler sous des critères de bonne gouvernance. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous quittons l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations, et nous y compris. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB, qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc, il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée. Et donc, il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, c'est que d'abord l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que finalement nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9%, comme vous pouvez le voir, et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons au niveau de l'inflation, parce que ça fait partie des critères justement du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du corona où est-ce qu'on était, et aujourd'hui en 2021, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de change qui est resté relativement stable. Et c'est là pour moi l'occasion de dire que même lorsqu'on parle de dédollarisation de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans. Et donc moi je souhaite bonne chance non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite, que véritablement nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congolais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder, thésauriser tous les avoirs en francs congolais. Ça permettra de dédollariser le pays.
Mais c'est un travail qui commence aujourd'hui de longue haleine et qui doit continuer. Et bien sûr, les réserves de change, parce qu'il faut en parler. Ça fait partir aussi des critères sur lesquels tout gouvernement est attendu. L'idéal serait d'être à 3 mois. Aujourd'hui, nous avons quitté 783 milliards pour monter à 1,6 milliards. C'est pas peu de choses. Nous sommes à un peu plus de 6 semaines et le chemin continue. Parce que nous y sommes, Monsieur le Premier ministre, parce que de voir comment est-ce que les choses sont s'améliorer. Parce que nous y sommes et que vous citez les réserves d'échange, la question que l'on se pose, c'est que qu'est-ce qui a vraiment été fait? Est-ce que le fait même que vous avez travaillé sur les cadres macroéconomiques a favorisé l'accroissement des moyens de l'État? Est-ce que l'État est devenu un peu plus riche parce que le cadre macroéconomique a été stabilisé? Ou bien il y a eu d'autres apports financiers? Bon, disons que 2 choses. C'est qu'aujourd'hui, je peux considérer que l'État est devenu effectivement un peu plus riche. Mais pauvre en même temps par rapport aux défis qui sont les nôtres. Aujourd'hui, nous avons dit, pour que nous puissions avoir la maîtrise de nos recettes, il faut aller vers justement un retour à l'orthodoxie dans la gestion des finances, à la lutte contre la corruption, le coulage des recettes, un meilleur encadrement des régies. Et moi, je suis optimiste lorsque je vois, en termes de comparaison, au même niveau, là où on était l'année passée, à la même période, c'était 1,5 milliard de dollars. Et aujourd'hui, en termes de recettes, nous avons pu réaliser ces 3,5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a de quoi espérer. Lorsqu'on prend juste de la période de d'avril, voilà, véritablement, nous sommes entrés en fonction, à maintenant, c'est véritablement là que tout le déclic s'est fait. Et donc, c'est important, non seulement qu'on puisse prêcher par la bonne gouvernance, pour accroître nos moyens, finalement les mettre là où ils sont attendus, et faire suffisamment d'épargne aussi pour les autres grands défis qui nous attendent. Sandra. Justement, Monsieur le Premier ministre, au-delà de ce résultat positif, qu'est-ce que votre gouvernement a fait concrètement pour améliorer le social de Congolais? Du point de vue du social des Congolais, je pense que c'est plusieurs choses à la fois. Je vais d'abord aller sur, parce que j'ai parlé de l'État lui-même en soi. L'État, il est administré. Il est administré au niveau national avec un gouvernement, des administrations au niveau central, et puis il est administré au niveau des provinces, avec des assemblées provinciales, des gouverneurs, qui permettent finalement à ce que, au niveau aussi de tous nos territoires, nous puissions avoir l'action de l'État. Lorsque nous arrivons, nous trouvons quand même la situation assez critique, parce que beaucoup de retard, beaucoup d'arriérés dans ce secteur de l'administration. Pour que d'abord l'État revienne à son fonctionnement normal, c'est d'abord là qu'il fallait se dire, aujourd'hui, c'est bien. Nous avons stabilisé notre cadre macroéconomique, notamment à travers le respect du pacte de stabilité, cette attitude prudentielle dans nos dépenses. Parce qu'on améliore la qualité de nos recettes, mais il faut aussi améliorer la qualité de nos dépenses. Et au-delà de ça, une fois que nous avons un peu plus de moyens, nous nous tournons d'abord vers ce déficit, ces arriérés assez profonds qui ont été créés. Et donc dans l'administration, nous y allons, nous disons voilà, on récupère le retard. Pour permettre à ce que d'abord l'État revienne à un fonctionnement normal. Avant d'aller sur d'autres aspects sociaux qui sont le quotidien des Congolais, le panier de la ménagère et la vie finalement de tous les Congolais partout où ils se trouvent ici en République démocratique. Et justement, parlant de panier de la ménagère, votre gouvernement, par le canal du ministère de l'économie, a découvert qu'il y a eu des surfacturations, des fraudes dans la structure de prix des produits de première nécessité et surtout dans les surgelés.
Mais jusque-là, il devait normalement avoir un juste prix sur le marché ou carrément la baisse sensible des produits de première nécessité. Rien n'est fait. Vous-même, au cours de la 9e réunion du Conseil des ministres, vous avez annoncé la baisse de prix de billets et même la baisse de carton des chinchards qui revenait à $15. Où est-ce que vous en êtes jusqu'à maintenant? Effectivement, aujourd'hui, le gouvernement a montré sa volonté. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, et tout à l'heure je regardais sur les images, c'est bien, le cadre macroéconomique, on a souvent entendu ça dans le pays. Ce sont des indicateurs qui montrent que le pays va vers un développement certain, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le commun des Congolais va vous dire, moi en tout cas dans mon assiette, c'est pas le cadre macroéconomique que je veux manger, et ça c'est des choses que vous dites de manière intellectuelle, mais lorsqu'on s'adresse à la population, finalement, chaque moment on veut savoir, mon pio dit que je dois mettre dans l'assiette de mes enfants tous les jours, comment je fais, et il faut qu'on s'assure finalement que de ce côté-là aussi, nous puissions améliorer la qualité de vie. Mais ça vient quand? Ça vient quand? Voilà. Alors laissez-moi y aller, madame, parce que justement on est en train d'en parler. Deux secteurs qui ont été visés. Premièrement, le secteur aérien, où on est allé sur la structure des prix au niveau du ministère de l'économie. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait des doubles taxations, certaines taxations qui pouvaient être élaguées. Et de ce côté-là, des discussions se sont faites avec les opérateurs. Et on est allé sur les critères, notamment de la capacité finalement dans chaque avion, le kilométrage, le prix finalement du kérosène, pour pouvoir fixer le prix. Et des indications claires ont montré que l'on allait baisser ces prix-là à environ une hauteur de près de 45%. Et cela, ça demandait deux choses. De la part des opérateurs économiques, de revoir leurs prix selon les propositions qui étaient faites par le gouvernement, et du côté du gouvernement, des instruments qui étaient attendus, notamment une prise de décision au niveau de la primature, ça veut dire avoir un décret pour l'allègement de certaines taxes pouvant permettre finalement la réduction de ces prix. C'est fait, l'arrêté ministériel ne saurait tarder, et donc de ce côté-là, moi je n'ai aucune inquiétude que les Congolais vont se déplacer à moindre coût, et ça va permettre une interaction tant attendue de notre pays. En ce qui concerne les produits surgelés, de ce côté-là, aussi, c'est la même chose, ça sera le même principe. Aujourd'hui, on a déjà le premier décret dans le secteur aérien, on aura l'autre dans les produits surgelés, et des échanges se font. Ici, nous avons donné une direction. N'oublions pas que nous travaillons avec des opérateurs économiques indépendants, et donc tous les jours, nous prenons des décisions pour que eux, de leur côté, ils agissent dans le sens sur lequel ils sont attendus. Ça veut dire améliorer l'accessibilité des produits de première nécessité, conforter le poignet de la ménagère et puis stabiliser les prix sur le marché. Et ce n'est qu'après tous ces échanges et les décisions qui seront prises au niveau du gouvernement qu'on va arriver au résultat. Mais c'est incessamment, on va y arriver. Vous pouvez en être certain. Monsieur le Premier ministre, la question de ma consoeur, elle suggère une autre question. Vous êtes, en tant que gouvernement, penché sur les consommateurs. Et certains qui vous critiquent disent que c'était un peu de saupoudrage parce que comment on peut diminuer les prix des produits de première nécessité si on n'a pas augmenté la production? Qu'est-ce qui a été fait? Parce qu'en réalité, les prix ne peuvent diminuer que si l'offre augmente. Mais l'offre n'a pas augmenté. Est-ce que c'est en se privant des taxes, en se privant parfois même des ressources pour certaines structures, que le gouvernement pense aider les quotidiens du Congolais? Qu'est-ce qui a été fait sur le plan de la production pour que ces coûts-là soient réellement baissés? De ce côté-là, moi je pense que c'est un processus. Effectivement, nous devons augmenter notre production locale. Et pour pouvoir y arriver, il y a d'abord des secteurs privilégiés que nous devons faire. Ces secteurs-là, et on en parlera encore un peu plus loin, c'est notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage, parce que notre économie aujourd'hui est soutenue essentiellement sur le secteur minier.
C'est ça qui permet aujourd'hui à la République démocratique d'avoir des recettes. Mais tous les jours, dans les échanges que nous avons avec le chef de l'État, qui prône le peuple d'abord, mais c'est le peuple d'abord, mais comment servir ce peuple? C'est notamment à travers les mesures que nous prenons, mais c'est en produisant localement pour atteindre cette autosuffisance alimentaire tant attendue que nous voulons avoir. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait finalement cette fameuse revanche du sol sur le sous-sol, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche et l'élevage. Mais dans les 100 jours... À côté de ça, il y a des incitations maintenant à faire. Non seulement du côté de l'entrepreneuriat dans le secteur, et là je pense qu'aujourd'hui tous les efforts sont faits par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes, c'est d'abord là que nous voulons aller, et des décisions ont été prises au niveau du gouvernement pour pouvoir avoir ce meilleur accès à l'entrepreneuriat des jeunes, notamment à travers cette validation du programme de développement et d'innovation de l'entrepreneuriat des jeunes ici en République démocratique du Congo, qui va permettre à ce que, à travers la BADEA, nous puissions avoir un premier financement qui va permettre à ce que dans ce secteur-là, il y ait des incitations. Et puis, par rapport au fonds de garantie finalement d'entrepreneuriat, les acteurs ont été mis en place. Aujourd'hui, nous avons le conseil d'administration qui a été décidé par ordonnance par le président de la République. Et donc, j'estime que tous ces éléments, à côté des subventions qui vont être faites, vont donner suffisamment d'incitation. Et ça, ce sont des décisions que nous prenons au niveau du gouvernement, et c'est l'implémentation de ces décisions qui va donner les résultats tant attendus. Vous venez de dire que notre économie est dépendante du secteur minier. En même temps, ça fait quand même des années que tous les gouvernements qui arrivent disent toujours on va diversifier l'économie, on va la déconnecter principalement du secteur minier. Dans le cadre de ces 100 jours, je sais que c'est peu, c'est à peine 3 mois, mais y a-t-il eu déjà, ne fût-ce qu'un déclic, ne fût-ce qu'une étincelle qui montre qu'il y a la volonté de diversifier l'économie nationale? Si jamais je ne dois aller que dans la pêche et l'élevage, on a vu tous ces élans qui ont été menés par le président de la République. Parce que c'était important que dans ce secteur-là, finalement, on puisse l'assainir à la demande des pêcheurs, qui avaient déjà adressé plusieurs mémos, non seulement au gouvernement, mais aussi au niveau de la présidence de la République. Leur cri a été entendu pour aller vers eux, permettre une meilleure distribution des intrants qui sont attendus à leur niveau. Et on a vu d'ailleurs le chef aller pour justement cette relance des coopératives de pêche à Kinkole. Et les statistiques, si vous allez à la NAPI, je pense que c'est criant. On parle quand même de 114 espèces qui sont comestibles ici pour la population congolaise, et nous n'en consommons que 13 sur les 114. Donc je pense que c'est vraiment un secteur à développer. Et même lorsqu'on parle de ces produits surgelés, ces produits de froid, c'est vrai qu'ils doivent nous venir en appoint, mais c'est d'abord la production locale. Et donc tout ceci c'est en cours. On parle de vaccination de nos bovins, on parle du repeuplement justement non seulement au niveau lacustre, mais au niveau bovin aussi. C'est en cours, c'est fait, c'est là, vous l'avez suivi. Voilà. Avant que je ne passe la parole à Sandra pour une dernière question sur ce chapitre de l'État prospère, il y a tout de même un climat des affaires qui semble avoir été perturbé par les décisions prises par le gouvernement, surtout au travers du ministre de l'économie. La Fédération des entreprises du Congo s'est élevée pour dire que c'était pratiquement une oppression financière et économique. Alors, je sais qu'ils sont venus vous voir, les membres de la FEC. Y a-t-il aujourd'hui, au travers des décisions maintenues, un climat des affaires apaisé? Avez-vous recommencé à discuter avec les entrepreneurs pour qu'ils vous soutiennent? Sinon, peut-être qu'ils sont déjà en opposition avec vous. Bon, disons que la première des choses à faire, c'était se doter d'une feuille de route claire sur l'amélioration du climat des affaires. Nous avons des indicateurs précis et il faut les atteindre. Je ne vais pas vous parler de la position que nous avons à ce niveau-là. C'est important qu'elle soit relevée. Donc, au niveau du gouvernement, la première chose à faire, c'était se doter de cette feuille de route. Aujourd'hui, c'est fait. Nous l'avons validé en Conseil des ministres.
et tous les ministres sectoriels ont été saisis pour que chacun dans leur domaine, selon la feuille de route, à court, moyen et long terme, se mette en action par rapport à des attentes que nous avons déjà d'ici la fin de cette année pour améliorer cette question de la gestion du guichet unique en termes de création d'entreprise, cette question de la pression fiscale finalement sur laquelle nous devons aller. Et je crois que à côté de cela, c'est l'assainissement. En fait, je pense que la lutte contre la corruption et les crimes économiques, parce que de ce côté-là, c'est des monnayages. On a des investisseurs qui viennent aujourd'hui, qui disent que je veux investir dans tel ou tel autre secteur. Mais finalement, des fois, il y a des petits blocages, parce qu'il y a des petites retenues qui sont demandées. Et il faut assainir ça. Et ça doit rester un exercice permanent, que nous devons faire sans relâche, pour qu'on s'assure finalement qu'on puisse avoir suffisamment de confiance vis-à-vis des investisseurs. Les investisseurs qui regardent d'abord notre cadre macroéconomique, parce qu'on en a parlé, qui regardent les rapports que nous avons avec les institutions mondiales du point de vue économique. Et lorsqu'elles voient que vous êtes en contrat, que vous êtes en programme, c'est qu'elles voient qu'il y a de la bonne gouvernance et ça permet finalement à un investisseur de décider d'aller vers le pays pour donner son investissement. Et c'est à ça qu'on est actif en ce moment. Sandra. Monsieur le Premier ministre, l'État prospère, un État prospère, c'est aussi les infrastructures de base. Or, nos infrastructures laissent vraiment à désirer. Quelle est la politique que vous avez déjà mise en place pendant vos 100 premiers jours à la tête de l'exécutif national en tant que Premier ministre, justement? Je suis obligé de faire un petit rétro avant de pouvoir parler de cette question des infrastructures. Parce que pour parler infrastructure, il faut parler investissement. Et de ce côté-là, on peut aller sur les dernières années que nous avons eues. Le tableau est vraiment sombre sur tout ce qui est attendu. Tout ce qui était attendu les dernières années, on n'a rien mis dans l'investissement. Aujourd'hui, et surtout que depuis que nous sommes entrés en programme avec le FMI, c'est ça qui nous est demandé. On nous dit, voilà, vous avez aujourd'hui un peu plus de maîtrise de vos recettes, de vos revenus, et donc il va falloir aller vers l'investissement. L'investissement dans les provinces, notamment. Et ça, c'est la volonté du chef de l'État. De dire, ok, aujourd'hui, si jamais nous pouvons avoir un peu plus d'argent, il va falloir investir. Et cet investissement, où est-ce qu'on devrait le faire? Parce qu'on parle d'un manque de distribution finalement des richesses du pays. Oui. Nous avons défini l'entité, c'est le territoire. C'est là que nous allons investir. En allant sur les secteurs clés, donc notamment les routes, les dessertes agricoles, parce qu'on en a besoin, notamment la santé, notamment l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau. On choisit l'entité et puis on se met en action. Nous avons trouvé déjà, du point de vue du budget, des actions qui avaient été définies. Et donc nous les avons accentuées pour avoir le lancement des travaux du bitumage sur les routes Kassing, Beni, Butembo, comme vous pouvez le voir. Le chef de l'État s'y est rendu demain pour lancer ces travaux. L'entretien justement des routes dans le cadre du FONER, et puis l'acquisition des ponts, parce que, il ne faut pas l'oublier, on a vraiment des problèmes en fait au niveau de la liaison de tous les territoires du pays. Et quand on est arrivé, il y avait ce véritable fossé, d'où la réhabilitation du pont Kassai à Chikapa, qui empêchait vraiment deux zones d'être en contact. Et ce travail doit rester permanent, il doit rester accru, on doit continuer à le faire, de sorte que finalement on puisse atteindre un certain niveau dans le domaine des infrastructures qui est acceptable. Mais n'oublions pas que de ce côté-là aussi, le retard à rattraper, il est assez énorme. Lorsque le Belge part, c'est 6000 km qui sont bitumés. Aujourd'hui, je préfère ne pas parler de ce chiffre-là parce que moi, je veux rester optimiste et positif. On parlera aussi de ce qui ne va pas. Je préfère le faire à la fin. Mais aujourd'hui, c'est 90 000 km qui sont attendus. Donc, il faut s'y mettre. Je ne parle même pas des routes de desserte agricoles. Et donc, tout le plan se fait pour que dans les territoires dans lesquels nous allons aller,
selon les moyens que nous arrivons à mettre finalement de côté aujourd'hui, nous puissions investir du côté des infrastructures. Ici, nous ne donnons que ce qui est à titre illustratif. Et au-delà de ça, il y a d'autres projets qui vont venir dans le cadre de la Banque mondiale, justement dans le cadre du programme Kinelenda, où de ce côté-là aussi, nous allons avoir des ressources qui vont nous permettre de, surtout aussi au niveau de la Kinshasa, d'améliorer la desserte en eau, en électricité, et surtout dans nos routes locales, et finalement, à tous ces bouchons. Monsieur le Premier ministre, parce que le slide nous le montre un peu, vous savez que dans ce pays, aucun programme du FMI, la Banque mondiale, n'a été achevé. Peut-être c'est une capacité nationale de ne jamais achever. Mais vous acceptez que le FMI rentre, que la Banque mondiale revienne, et vous faites de votre politique, sur base de cette réforme-là. Est-ce que nous pourrions, vous allez prendre l'engagement d'achever ce programme? Parce qu'aucun gouvernement n'a achevé un seul programme. Deux choses d'abord ici qu'il faut mentionner. Le FMI, c'est un organe conseil. C'est d'abord comme ça qu'il faut le voir. Il vient d'abord pour donner des orientations pour l'amélioration justement de la politique au niveau économique du pays. Et à notre niveau, nous nous sommes dit simplement deux choses. En termes de crédibilité, c'est important pour un pays comme le nôtre d'entrer en programme avec cet organe conseil. Parce qu'il ouvre des possibilités, il ouvre des facilités pour permettre d'améliorer finalement notre développement. Et donc, ils viennent aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on n'a pas été en programme. Donc, peut-être qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était un peu banal, mais moi, je n'ai pas arrêté de féliciter les ministères sectoriels qui, dans le temps qui nous a été accordé, avant que nous ayons même atteint les 100 jours, nous ayons pu entrer en programme avec le FMI. C'est deux choses qui se déclenchent par la même occasion. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous entrons en contrat avec eux, c'est d'abord de l'argent qui vient dans nos réserves d'échange qui nous permettent d'être à 1,6, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mais c'est aussi une ouverture, finalement, de la Banque mondiale, qui, elle aussi, de son côté, nous disait, écoutez, nous, on est prêts à vous financer. Mais commencez par les FMI. Commencez là. Par les FMI. C'est fait. Et donc, aujourd'hui, ils reviennent dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de la santé, et même de la gratuité, finalement, de l'enseignement. Ils viennent nous accompagner, parce que nous avons commencé là. Et n'oubliez pas que nous arrivons dans un contexte où nous trouvons un budget qui ne répond pas au programme que nous avons présenté à l'Assemblée nationale, qui lui demande... un peu plus d'extension. Non, qui demande, nous on l'a dit, on a donné un chiffre indicatif, pour les 3 ans, 36 milliards, mais comment nous les atteignons? Il faut atteindre un minimum de 10 milliards par an. On ne peut pas les atteindre en ressources propres, bien que l'effort est déjà fait, mais il faut aussi avoir des financements extérieurs. Donc c'est 2,6 milliards qui vont venir dans ce cadre de programme avec le FMI et la Banque mondiale, sont les bienvenus pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La Banque mondiale est la bienvenue, mais est-ce qu'à l'interne, le gouvernement réserve-t-il une place pour les ambitions nationales qui voudraient, au fait, accompagner le gouvernement dans l'effort de développement? Oui, bien sûr. Ça veut dire que, ça on en parlait tout à l'heure, ici, il n'y a que deux choses. Premièrement, c'est l'investissement. Deuxièmement, ça c'est au niveau local. Et deuxièmement, c'est cette question justement au niveau de l'amélioration justement de nos recettes et le coulage que nous devons faire, la lutte que nous devons faire contre le coulage des recettes au niveau de nos régies. Et ça, je l'ai annoncé, c'est un combat que nous avons commencé et nous allons continuer à le faire de manière progressive pour que finalement, du point de vue national, nous puissions engranger de plus en plus de ressources. Il ne faut pas oublier que à côté de cela, c'est tout un travail aussi qui doit se faire en termes d'identification. D'où d'ailleurs même la notion que nous avons au niveau du gouvernement d'avoir cette fois-ci un ministère du numérique. Il faut avoir la maîtrise de nos chiffres. Lorsqu'on regarde ici en République démocratique du Congo, combien de sociétés sont reconnues, affiliées, on parle à peine 9 000. On ne peut même pas comparer à des pays voisins qui n'ont pas la notre taille, qui sont à 25, 3 fois plus.
Donc on a un problème d'abord au niveau de l'identification et de notre propre assiette fiscale. Et au-delà de ça, même les Congolais eux-mêmes, s'ils ne sont pas identifiés, c'est vrai qu'ils disent oui, nous devons bénéficier de la taxe de l'État, mais beaucoup ont perdu même la véritable notion de payer leurs taxes. Et je ne parle pas du secteur informel sur lequel les ministères sectoriels, notamment de l'emploi et de l'économie, sont en train de s'affairer pour arriver à ramener ce secteur informel vers le secteur formel. Moi, je suis persuadé que c'est autant de milliards qui vont nous permettre finalement d'atteindre les budgets tels qu'ils sont attendus et selon les plans de développement industriel que nous voulons avoir. Sur le plan, Monsieur le ministre, le Premier ministre, nous allons commencer un autre chapitre. Il y a tellement de questions à vous poser, tellement de choses, tellement de sujets. Alors, allons un peu plus vite. Je voudrais vous demander si vous êtes convaincu que l'État prospère parce que nous clôturons ce chapitre, notamment la mise en place d'un cadre de production de richesses et de distribution, vous l'avez entre vos mains. Est-ce que nous pouvons être sûrs que cette fois-ci c'est la bonne, selon votre propre entendement? Selon mon entendement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bases qui sont fixées. Ce pays n'avait pas un programme d'industrialisation, un plan d'industrialisation, ça fait des années et des années. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on s'est doté de ce plan. Et je pense que ce plan directeur d'industrialisation devrait nous permettre d'atteindre finalement cette identification industrielle et surtout faire des incitations sur l'amélioration de la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, on parle du secteur minier, mais on peut aller aussi dans le secteur agricole, on peut aller dans la production du bois, par exemple. Vous avez vu qu'on a pris des décisions aussi de ce côté-là pour nous assurer justement que finalement nous puissions avoir de la valeur ajoutée ici localement. C'est ça qui va permettre qu'on puisse avoir un peu plus d'emplois. C'est ça qui va permettre finalement qu'on puisse moins dépendre des marchés extérieurs. Mais pour y arriver, c'est d'abord les instruments. Et ces instruments, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous validons un plan directeur d'industrialisation qui va demander des moyens. On parle de 58 milliards, mais finalement, ça va nous permettre d'atteindre, si on le veut bien, un PIB assez intéressant et finalement un budget que nous voyons aux horizons de l'année 2030 à 25 milliards de dollars. Et donc, ça permettra à ce que notre pression fiscale soit acceptable du point de vue mondial, tout en protégeant nos industries locales. Parce que c'est important, surtout qu'on parle aujourd'hui de zones de libre-échange, que l'on puisse se protéger. Parce que comment faire si jamais on ouvre nos frontières et que finalement on fait face à une concurrence déloyale, on tuera la production locale. Donc nous devons la protéger sur des produits stratégiques sur lesquels nous ne devons laisser que les locaux produire et fournir la population. Plan d'industrialisation, aussi longtemps que quand on parle de l'industrialisation, on parle forcément de la desserte en énergie électrique. Or, nous avons 9% d'énergie électrique. Comment est-ce que vous envisagez remédier à cela aussi longtemps qu'il y a aussi des disparités dans toutes les provinces? Bon, le côté électrique, c'est vraiment, je vais dire, un paradoxe ici en République démocratique du Congo, lorsqu'on voit notre potentiel hydroélectrique, lorsqu'on voit notre potentiel photovoltaïque, parce qu'on a beaucoup de soleil ici, en République démocratique du Congo, et que surtout nous avons libéralisé le secteur, qui permettent à ce qu'on va voir bientôt ça se fait pas sentir, des nouveaux projets. La libéralisation du secteur. Non, c'est effectif parce que moi je connais des gens qui sont dans ce domaine-là. Mais ça demande du temps avant d'avoir ces entités qui seront véritablement formées. Bon, aujourd'hui, nous avons l'ARE, qui est l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, qui est supposée aussi donner des incitations assez particulières pour qu'on puisse avoir suffisamment de développement. Mais au niveau local, je ne parle pas de Inga, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a toujours fait polémique, mais aujourd'hui, on sait combien le chef de l'État tient à ce que de ce côté-là aussi ça marche. Et nous, au niveau du gouvernement, nous avons des indications claires pour pouvoir rentrer là-dedans. Et donc là, on ne parlera plus que seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique. Mais d'ici là, moi, je pense que à travers l'achèvement des lignes de transport de la centrale de Zongo 2, qui est terminée complètement,
ce n'est que le raccordement qui doit se faire, ça améliorera ici au niveau de Kinshasa. Mais on aimerait voir aussi au-delà de Kinshasa d'autres projets, non seulement nationaux, il y en a, en tout cas pour le moment, en tout cas en cours dans le Katanga, parce qu'on a le secteur minier où on a vraiment un déficit de ce côté-là, et dans le Kasaï aussi où de ce côté-là on n'a pas eu beaucoup de distribution d'énergie. Et donc on est vraiment lancé là-dessus. Et je pense qu'avec toutes les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, et notamment à travers le projet, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, de Kinelenda, où c'est quand même 500 millions de dollars qui viennent dans le secteur de l'énergie et de l'eau, je pense que c'est assez substantiel. Monsieur le Premier ministre, pour que tout ceci puisse se mettre en place, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que l'État puisse être présent partout. Votre gouvernement a décidé de lancer, dans le cadre de la sécurité à l'Est, l'état de siège. Aujourd'hui, nous vivons quand même quelque chose qui semble être comme une résistance, comme s'il y avait quelque chose. Alors, comme nous ne voulons pas spéculer, nous demandons au premier d'entre nous, le Premier ministre, de nous dire quelle est la problématique autour de l'état de siège. Avons-nous réussi? Sommes-nous en train de réussir? Ou finalement c'est un état permanent? Cette question, pour moi, c'est vraiment parmi les questions qui nous interpellent au plus haut niveau du gouvernement. Et je pense que notre cadre légal a justement voulu que nous soyons au Parlement pour obtenir des prorogations. Et là, je voudrais remercier les honorables députés nationaux et les sénateurs. Parce que, d'abord, ils ont témoigné de leur adhésion à ce programme d'état de siège, en donnant de leurs émoluments. C'est quelque chose de louable, et je pense que d'autres administrations se sont lancées par la même occasion à faire la même chose. Et moi, je tiens encore à féliciter cet acte-là. Et finalement, l'accompagnement qu'ils font, ça veut dire, en tant que législateurs, ils sont aux côtés du gouvernement pour s'assurer de l'intérêt populaire dans une action du gouvernement. Et ici, je l'ai donné, j'ai rappelé la genèse. Comment est-ce que nous arrivons à la décision de l'état de siège? C'est la population qui le demande. Elle demande deux choses. Elle demande une administration militaire, parce que n'oubliez pas, on parle quand même d'un cycle de 25 ans, de violence, d'atrocités, de tout genre. Et ils disent, nous voulons cette administration militaire, et puis nous voulons une permutation. Au niveau des acteurs militaires qui sont placés ici, on fait du temps, et donc il faut les bouger. Nous suivons la voie de la population, parce que le chef de l'État, qui est le garant de la paix de la République démocratique du Congo, est à l'écoute de sa population. Et nous, au niveau du gouvernement, selon la vision qui nous a été donnée, nous décidons, au niveau du Conseil des ministres, de placer ça. Et depuis que nous avons mis ce régime en place, c'est deux choses d'abord qu'il faut voir. La première des choses, c'est que pour moi, il ne fallait pas attendre. Beaucoup de gens disent, oui, peut-être qu'il fallait attendre un peu. Mais attendre quoi? Parce qu'on n'a pas attendu suffisamment longtemps avant de prendre finalement une décision dans cette zone-là. Pour moi, il ne fallait pas attendre. Il fallait directement prendre la décision, aller sur place, mettre cette administration militaire, faire un état de lieu, et puis mener les actions militaires dans les zones dans lesquelles ces forces négatives doivent être complètement éradiquées. Avec deux avantages. Le premier avantage, c'est que c'est plus de 140 groupes armés dont on parle dans les deux provinces. Les deux provinces, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais finalement, nous avons des groupes armés qui sont issus de populations locales. Ils appellent ça de l'autodéfense. Parce qu'ils se rendent compte que, bien, finalement, on a des groupes étrangers qui viennent. Pourquoi ne pas nous mettre en place? Et donc, comme l'État ne fait pas son travail, nous nous organisons. Et on va même vous dire qu'il y a des rattachements tribalo-ethniques. Et donc, à partir du moment où l'État reprend sa responsabilité de revenir sur terrain, ces forces se disent, alors on n'a plus vraiment de raison d'être. Parce que l'État revient en force pour combattre ces forces négatives pour lesquelles nous étions mis en place. Et sa force d'érédition. Aujourd'hui, on parle de plus de 3500 rendus. Pour moi,